Les chroniques cyniques de ventre mou, 3-2-0-0-0 mots d'imposture au pays du Curaçao bleu, I, Lever I, l'invasion des dossiers et l'éveil des démons. Chapitre 1, le théâtre du café et le secret anal. La journée, comme toutes les autres, s'ouvrait sur l'autel chromé et vrombissant de la machine à café, cœur névralgique et cynique de l'entreprise. Jean-Claude Convenant, commercial de son état, mais archéologue de profession, était penché sur le vestige le plus précieux, la corbeille à papier. Cette poubelle, pour lui, n'était pas un réceptacle à déchets, mais une source d'informations non déclarée. Un oracle en carton ondulé capable de révéler les faiblesses intimes de la hiérarchie. Il fouillait méticuleusement ses gros doigts explorant les reliefs d'un papier froissé avec une solennité digne d'un expert en malversation. « Et qu'est-ce que tu fous, Jean-Paul? »« C'est bien, marmonna Jean-Claude, s'adressant à un Hervé Dumont déjà affligé par l'odeur âcre des restes de café de la veille. JC venait de mettre la main sur une ordonnance médicale, non pas une simple prescription, mais une carte maîtresse du jeu de pouvoir en entreprise. C'est nul, ce qu'on peut apprendre avec les photos copyrightées. Regarde ça. C'est une ordonnance, hein? Hervey, le délégué syndical au cœur prétendument pur et aux mains sales, par principe, s'approcha, tiraillé entre son dégoût pour l'intrusion dans la vie privée et son insatiable besoin de commérage, Jean-Guy, Lecointre, de la pommade en application anale. Ceci, qu'est-ce que j'en ai à foutre que le patron se barre la nuit? C'est moi, Jean-Guy. Le ton d'Hervé était celui de l'indignation simulée, un numéro qu'il jouait depuis des années pour masquer sa propre fascination pour le sordide de bureau. Jean-Claude, lui, ne simulait rien. Son pragmatisme était absolu. Eh bien, c'est juste de savoir que c'est pas le moment d'aller faire chier avec ta demande d'augmentation vu qu'il a des hémorroïdes. Merci qui? Merci docteur. Voilà, allez, je le garde, ça peut servir. Pour Jean-Claude, l'information sur la souffrance anale de Jean-Guy Lecointre, le directeur, n'était pas un secret à divulguer, mais un outil stratégique. C'était l'essence même de sa méthode convenant. Transformer la détresse physiologique d'autrui en un levier d'opportunité commerciale ou de survie sociale. Un dirigeant qui souffre des fesses est un dirigeant distrait, et un homme distrait est facile à enfumer. L'environnement de la machine à café se confirmait comme le centre de l'intelligence économique illicite de l'étage. Cependant, la routine sombre bascula dans la paranoïa. Jean-Claude, visiblement contaminé par sa propre insalubrité psychique, exhiba un nouveau trophée tiré du bac de recyclage. Une feuille de résultats d'analyse médicale, illisible mais potentiellement explosive. « Oh non, Jean-Paul, ça devient malsain, là. Ça fait 2 heures que t'es là, t'es un malade, hein? Faut te faire soigner d'ailleurs. Alors ça, c'est mes préférés. Résultat d'analyse 200. Oh, mais c'est déjà l'un, ça, je te jure. C'est illisible. C'est P. Ceci, ça aurait dire qu'il y a quelqu'un d'Alcidane dans la boîte. » Le mot, mal prononcé ou mal lu, résonna avec une terreur ignorante. Jean-Claude, par pur effet de miroir, se sentit immédiatement concerné. Hervé essaya d'introduire un semblant de rationalité. « Mais je n'ai pas dit ça, je demande. » Attends, moi je veux savoir qui c'est. » « Non, mais ça, c'est de la vie privée des gens, non, dis-je. » La pseudo-morale d'Hervé fut balayée par l'instinct de survie de JC. « Écoute, j'ai rien contre Philippe, mais je veux savoir ce que je risque, d'accord. »« Pourquoi tu dis Philippe? » »« Parce qu'il est homo. » La paranoïa se mua en une homophobie décomplexée et absurde. JC, le coureur de jupons notoires, se dédouanait par l'hypocrisie. Hervé, pris dans le piège de la discussion, rappela à Jean-Claude sa propre vie dissolue. « Je signale que tu as autant de risques de contamination chez les hétéros, et toi, qui tires tout ce qui bouge, tu ferais bien de te baisser. » La conversation s'enflamma, Jean-Claude se défendant par des arguments logistiques. Il met toujours sa tenue de soirée à la fête. L'inquiétude dériva vers la toxicomanie, les drogués, ça ne trappait pas l'une de tes conquêtes, faisant du bureau un centre de tri des maladies vénériennes et des vices nocturnes. La peur était d'autant plus grande que le document était illisible. JC ne parvint pas à distinguer le genre de la personne contaminée. Qu'est-ce qu'il se fait dans la case, là? Je distingue pas bien, c'est monsieur ou madame, c'est mademoiselle. La panique culmina dans l'autodiagnostic burlesque. Jean-Claude, persuadé d'être atteint, chercha les premiers symptômes sur son visage, le confondant avec une tache de café. La réalité fut rapidement remplacée par la fiction. J'ai vu à la télévision maintenant, il y a les traitements. Ça dure longtemps avant de mourir. Le drame personnel fut immédiatement tourné en dérision, transformant une angoisse existentielle en une blague potache sur la mort lente.
Chapitre 2. La CNIL dans les toilettes. Pendant que Jean-Claude continuait à se lamenter sur l'inéluctabilité d'une mort lente et coûteuse, Hervé s'était absenté pour une mission d'importance capitale. Non pas le syndicalisme, mais l'espionnage informatique. En s'introduisant subrepticement dans l'ordinateur de Jean-Guy, sous prétexte de mise à jour sur son PC, Hervé avait réussi à déverrouiller un code secret d'une simplicité affligeante. Il avait mis au jour le Graal de l'entreprise, le document d'évaluation confidentielle de tous les employés. Hervé Revant, le visage pâle, tenant la preuve que le patronat ne les voyait pas seulement comme des pions, mais comme des monstres sociaux. C'était une fiche d'évaluation qui se moquait éperdument de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, dressant un portrait vitriolé de chacun. J'ai sorti ça de l'ordinateur de Jean-Guy. Non, mais ça va te plaire. Dis-moi c'est une histoire noire? Demanda Hervé. Jean-Claude se précipita pour lire sa propre fiche, se délectant presque d'être l'objet d'une telle haine managériale, tant cela confirmait sa propre importance. Il déchiffra la description d'un œil brillant. Convenant Jean-Claude, directeur commercial, limité, inculte, vulgaire, des tendances à l'alcoolisme, soupçonné de malversation financière au sein d'entreprises. En même temps, c'est bien cerné. La vérité brutale, écrite noir sur blanc par la direction, ne faisait qu'ajouter à l'aura de JC. Hervé, cependant, était le plus touché. L'idéologue, le militant, était réduit à une série de torts sociétales. Attends, Dumont Hervé, c'est un militant syndicaliste, gauchiste, radical, il est subversif, il est un élément dangereux. Ce qui le blessait le plus n'était pas l'étiquette politique, mais la dernière phrase, écrite de la main même de Jean-Guy, mythomane. C'était une reconnaissance tacite de l'une de ses plus grandes faiblesses. Mais la véritable révélation concernait le directeur lui-même, le cointre Jean-Guy, qui s'était involontairement ou inconsciemment évalué, tenu de vestimentaire des plous, exhibitionnisme de la perversité, soupçonné de consommer des vicissitudes transilicites. L'absurdité atteignait son paroxysme, même le directeur s'adonnait à des pratiques obscures. Hervé, détenant l'arme absolue de la vengeance, était sur le point de la brandir. Mais il s'arrêta. Le document révélait que Jean-Guy était conscient de la mythomanie d'Hervé. Mais le dilemme d'Hervé était plus profond que la lutte des classes. Je n'ai même pas eu le temps de lire ce qu'il y avait écrit sur moi, Hervé. Tu crois qu'il sait que je suis PD? Ce moment de panique montrait l'inversion des priorités. Le syndicaliste, le moralisateur, qui était censé dénoncer la violation de la loi, potentielle violation de la CNIL et du Code pénal pour la révélation d'informations secrètes, choisissait de se taire. Il craignait que si Jean-Guy était attaqué, ce dernier ne révèle ses propres faiblesses personnelles. Le secret partagé neutralisait la lutte. Le cynisme était total. L'éthique était secondaire à la survie sociale au bureau. La seule réaction digne du cynisme ambiant fut l'établissement d'une grille de lecture satirique de la situation des employés, une taxonomie de la misère professionnelle résumée par les notes volées. Fiche d'évaluation RH confidentielle, version déverrouillée. Employé post-évaluation Jean-Guy, most place. Risque pour l'entreprise. Convenant Jean-Claude directeur commercial, limité, inculte, vulgaire, tendance à l'alcoolisme, malversation financière. Élevé, fraude active et constante, menace morale. Dumont Hervé, délégué syndical. Gauchiste radical, subversif, élément dangereux, mythomane obsessionnel. Modéré, contestation idéologique, grève de la faim, non-respect de l'hygiène. Le cointre Jean-Guy directeur. Vestimentaire des plous, exhibitionnisme de la perversité, consommation de vicissitudes transilicites, critique, autocritique, inconsciente. Menace juridique CNIL. Chapitre 3. La tentation de la plongée et du néoprène toxique. Jean-Claude s'ennuyait. L'ennui de bureau était, pour lui, une maladie mortelle, que seule l'injection massive de mensonges pouvait soigner. Il se lança dans un monologue sur sa vie rêvée, celle qu'il aurait pu avoir s'il n'était pas un simple commercial. Tu vois, moi, si je pouvais repartir de zéro, je ferais James Bond, espion, ouais, genre petit gonzé, Aston Martin, comme ça. Il détailla le fantasme de la vie d'action, mais fut coupé par Hervé, toujours là pour ramener l'absurdité à la réalité. Et il est bidon, ton scénario. Une vraie vie d'espion, c'est une vie de merde, transparente et éternelle. Tu dis, Simon, tout le temps, j'ai un coup à choper des ulcères.
JC, contraint de réajuster son mythe, opta pour un autre idéal d'évasion. J'ai dit, espion, j'aurais très bien genre Bourbon, et Joliva avait pleuré en parisie, c'est pas mal aussi ça. Puis, il se résigna. Ce que je voulais dire, c'est que plutôt que de faire commercial dans une boîte pourrie en province, si j'avais pu faire autre chose, parce que commercial, c'est pas une vie de merde. C'était un aveu rare, le mensonge n'était pas gratuit, c'était un mécanisme de défense contre la stagnation et l'échec. La mythomanie était une compétence commerciale extrapolée à l'existence. Bourrer le mou était sa seconde nature. C'est à ce moment que Nancy Lange, directrice administrative et financière, fraîche et dynamique, arriva, apportant avec elle l'odeur du farniente estival. Moi, ce que je veux pour cet été, c'est mêler le farniente au sport. Elle annonça son intention de se mettre à la plongée sous-marine. Jean-Claude, sans une seconde d'hésitation, adopta son nouveau rôle. Le commercial se transforma en homme grenouille. Ah, vous êtes plongeur. Ah ouais, et puis pas dans un resto. Moi, l'été, j'amène les bouteilles, mes palmes, j'écume tous les spots de la région. Au camping des Dunes, on m'appelle l'homme de l'Atlantide. Il développa son passé nautique à une vitesse fulgurante et avec une précision absurde. J'ai fait mon service dans les fusiliers marins. Bon, après, j'ai intégré l'équipe à Cousteau. Et puis là, bon, je me suis détaillé au lieu avec son bonnet. Puis en plus, il voulait jamais que je conduise la Calypso. Ah, pas cool. Le mythe était parfait, jusqu'à la veuve chuchoter à Hervé. Oh, oh, le con, on est con, le con, c'est pas vrai. Je sais même pas nager. Tu me mets dans 2 mètres d'eau, je coule comme une pierre. L'imposture venait de se confronter à une menace physique réelle, initiant le cycle de mensonges et de panique qui allait définir les mois à venir. Chapitre 4. Prémisse de la base cour financière. L'entreprise était, pour Jean-Claude, un territoire à exploiter. Sa véritable force n'était pas la vente à l'extérieur, mais la vente illicite en interne. Le café était le point de transaction principal de l'économie souterraine du bureau. Jean, un collègue apparemment naïf, arriva, le visage chargé d'un lourd fardeau parental. Alors Jean, voilà, c'est ta commande, 1 an de fourniture scolaire. Jean-Claude Convenant, en sa qualité de directeur des achats officieux et contrebandier attitré, venait de finaliser la vente d'un stock monumental de fournitures scolaires, toutes facturées sur le compte de l'entreprise sous la ligne budgétaire du département Coloria. Jean se félicitait d'avoir pu obtenir ses Pokémon, 12 gommes, petits œufs, 10 cahiers tête de voiture L5, des stylos, crayons, calculettes en pagaille à prix de gros. JC, avec le cynisme d'un baron de la drogue, demanda le paiement. Si tu pouvais me payer en liquide, parce qu'il n'y a que ça qui les arrange. Mon avis, ils en mettent un peu dans la poche. Il s'agissait d'une double fraude, facturer l'entreprise, le compte de la société, pour un usage personnel, puis exiger le paiement en liquide pour créer une caisse noire hors de tout contrôle comptable. Quand Jean s'étonna de la somme exorbitante, JC se justifia par une rhétorique pseudo-écologique. C'est la déforestation, ça c'est le papier augmente, les crayons sont en bois. La vérité importait peu. Seule l'opportunité comptait. Le marché noir fut interrompu par Hervé qui, ayant mis le nez dans les factures et les boîtes, méga staples commandées, comprit l'ampleur de la malversation. Vous faites voir? Là, juste à côté des boîtes de feu, c'est un 8 boîtes, méga stap. L'entreprise vous voit département Coloria, je crois. Non, ça doit être une erreur, Jean-Guy. Une erreur qui date alors parce que je vois les mêmes dépenses l'année dernière à la même époque. Hervé, le syndicaliste, le pourfendeur du capitalisme, avait la preuve de la fraude. Tu te faisais du fric sur mon dos en me faisant payer des trucs, tu t'es facturé à l'entreprise. Jean-Claude, loin d'être abattu, lança un défi tranquille. Ah non, non, tu peux pas me faire ça, Jean. Ah bon? C'est bien pourquoi. Vas-y, donne-moi une bonne raison. La bonne raison n'était pas une justification morale, mais une menace implicite. Le dossier CNIL de Jean-Guy révélait des secrets mutuels qui rendaient toute dénonciation mutuellement destructrice. La fraude de JC et les secrets d'HV étaient les 2 faces d'une même pièce de monnaie toxique. Leur relation toxique était en fait un partenariat de codépendance criminelle, cimenté par la peur de l'exposition. 2. Livre 2. L'art du pigeon et la méthode convenant. Chapitre 5. Le vaisseau de Roubaix et la chasse au chef d'œuvre. L'art moderne s'invita dans le bureau de façon fracassante, apportant une brève bouffée d'importance à Jean-Guy Lecointre. Celui-ci avait temporairement en sa possession une œuvre de Gabor VJSQ, artiste de renommée internationale, offerte par un grand groupe hongrois au président. Elle valait une fortune, potentiellement 300 000 euros.
Jean-Guy, dont le bureau avait une porte cassée, confia la sculpture à Jean-Claude pour la sécuriser dans le sien. « Je vais le mettre à côté de mes galépins. C'est ça. Faites-y attention, hein. » Le président y tient beaucoup. JC, expert en bibelots douteux, s'empressa de comparer l'objet avant de le perdre à sa propre création kitsch. « Non, attends. Y a pas qu'on paraisse ta merde avec ma lampe pour macramer. C'est de l'ouvrage ma lampe pour macramer. » La sculpture disparut. Jean-Claude paniqua, accusant la femme de ménage de s'être gourée et de l'avoir glissée dans les sacs poubelles. La chasse au trésor devint immédiate et urgente. Hervey, pris d'un élan de solidarité absurde, se proposa d'explorer les bennes de l'entreprise. L'un des derniers costumes a été sorti des filatures de Roubaix. Il s'agissait d'un moment de gloire ridicule pour le syndicaliste, qui jugeait le costume précieux, un vestige ouvrier, avant de se vautrer dans les ordures. Hervé, après une longue fouille, revint avec une trouvaille, qu'il confondit avec l'œuvre perdue. Plus tard, Jean-Claude annonça fièrement « À la kermesse de la paroisse, ça s'est très bien vendu l'œuvre de ton cousin. On en a attiré 30 €. » L'œuvre échangée était la lampe en macramé d'Hervé. Le choc vint lorsque Jean-Claude apprit via Nancy que l'œuvre de Gabor VJSQ, qui avait été retrouvée brisée et reconstituée par Philippe, avait été vendue par le président à un collectionneur américain pour 300 000 €. JC, encore une fois, avait raté l'opportunité de sa vie par stupidité et par ignorance de la valeur de l'art. Son propre sens des affaires était inversement proportionnel à la fortune. 300 000 €, t'entends ça? Mauvre échec. Mon œuvre, 300 000 €. La réaction fut instantanée et burlesque. Tu vas où? Faire les poubelles. Mais quoi, avec ton costume? Jean-Claude, dans un geste désespéré, se précipita pour fouiller la benne à nouveau, son coûteux costume de commercial souillé d'ordures, incarnation de l'ironie, le cynique, qui ne croyait qu'à l'argent, avait jeté 300 000 € à la poubelle. Chapitre 6. Révélation de la liste noire. Jean-Claude n'était pas un simple escroc, il était un théoricien de l'escroquerie. Il dévoila à Hervé l'arme absolue qui lui permettait de mettre au fond à chaque négociation. La méthode convenant, une base de données secrète de fiches clients, accumulées illégalement en rachetant les fichiers de boîtes de vente par correspondance. C'est l'arme absolue du commercial, je peux aller en tôle là avec ce qu'il y a là, dedans. Ça, c'est la liste de tous les blaireaux. Le principe de la méthode était de repérer la faille psychologique du client, le traumatisme qui le rendait vulnérable. JC expliqua sa taxonomie en utilisant l'exemple d'un client potentiel, M. Taclure. M. Taclure, actionnaire rétinal en 92. JC déchiffra « Qui me le compte ?» Voilà, ça veut dire qu'il a un passif de cocu. Alors se va-t-il? Mon interlocuteur, comme ça, j'ai bien pu pouvoir lui mettre au fond. L'analyse de la vulnérabilité était totale. Les personnes âgées étaient une cible de choix. Monique, 90 ans, sa femme. Les vieux, c'est le gâteau. Quand c'est gâteau. Pouc. Elle a déjà la ronde à l'ouverture comme la porte des étoiles, Hervé. Elle ne sentira pas assez du fait. La méthode convenant était la rationalisation parfaite de l'exploitation. Elle donnait un jargon pseudo-scientifique à la bassesse, illustrant comment le succès commercial dans ce monde reposait sur le voyeurisme et la manipulation. L'antithèse absolue de toute éthique managériale. La taxonomie cynique des caucus. Fiche clientèle, extrait de la méthode convenant. Table de Klein Code JC Characteristic divisé par vulnérabilité stratégie commerciale satirique. Le rétinal AR divisé par 92. Actionné rétinal en 1992. Occoquage avéré. Pousser l'achat compensatoire. Mettre au fond facilement. Legato M. Nozick. Épouse Monique, 90 ans, a acheté Big Deal, 92. Et Pierre du Nord, 85. Cible prioritaire. Accès garanti. Porte ouverte comme la porte des étoiles. Le troublé LT, divisé par B, refusé à la Légion étrangère pour trouble du comportement. À éviter. Imprévisible. Risque de retour de marchandises ou de violence. Hervé, cependant, repéra un danger dans les fichiers. Un client noté troublé, refusé à la Légion étrangère pour trouble du comportement. JC confirma « Non, Hervé, c'est là que parle le commercial. Faut se méfier, ça, c'est le genre de client imprévisible. Merde, c'est mort. » La plus grande menace pour l'escroc était celui qui était plus dérangé et plus amoral que lui. Chapitre 7. L'héritage maudit de Tante Monie. Hervé Dumont, le syndicaliste, était en proie à une crise domestique. Sa femme, Eva, venait d'hériter d'un objet hideux, un buffet décrit de façon vague comme étant du Chambord ou du Chute de Monie,
qui juraient horriblement avec leur intérieur blanc harmonie. Eva voulait s'en débarrasser rapidement pour en tirer de l'argent. « Je peux pas parce que ça c'est du jambord, c'est du chute de money, j'ai pas dit », s'exclama Hervé. Le buffet était gros, laid et encombrant. Hervé demanda l'aide de JC, l'expert en vente de merde, pour trouver un pigeon en province à qui refourguer l'horreur. Le road trip vers la province, avec le buffet bosselé chargé dans une camionnette de location, fut une ode au désespoir conjugal et logistique. Hervé, nerveux, ne cessait de paniquer sur la qualité de l'objet et son prix fixé à 500 €, tandis que JC le rassurait avec un jargon vide, tout se vend. Le but, c'est de rationaliser ton approche. Harden. Le moment de vérité arriva lorsque l'acheteur, le pigeon, se présenta. Il s'avéra être un homme avec les yeux brillants et le comportement erratique. Sans le savoir, JC et Hervé étaient face à un troublé, un client qui, selon la propre méthode de Convenant CFS chapitre 6, aurait dû être évité. L'acheteur, en quelques minutes de manipulation psychologique inverse, réussit à prendre possession du buffet, de la camionnette et même de la liasse de billets cartonnés d'Hervé sous prétexte de faire le plein. Jean-Claude revint, dépouillé et humilié. « Le maté est tombé sur le fiston, c'est ça? »« Ouais. Au début, il m'a tout donné. Tout. Et après, il m'a tout pris. Tout. » L'escroc s'était fait escroquer. Le pire n'était pas la perte matérielle, mais l'invalidation de la méthode Convenant. JC avait été vaincu parce qu'il n'avait pas respecté sa propre taxonomie, prouvant qu'il y avait toujours un requin plus grand et plus sociopathe que lui dans l'océan du commerce. Chapitre 8. L'arrivée de HC Corporation. Le désastre du buffet ne fit qu'aiguiser l'appétit de Jean-Claude pour la fraude à grande échelle. L'échec n'était qu'une étape. Il rêvait d'une start-up vide de contenu mais pleine de capital. Il proposa à Hervé de fonder la HC Corporation. HC pour Hervé Convenant, car HC Marvel était déjà pris. On va faire de l'import-export. Import-export de quoi? De produits, ça c'est porteur les progrès. L'idée était limpide. Monter une société fictive pour lever 8 000 € de capital de départ. L'ambiguïté du produit était sa force, car elle empêchait toute vérification concrète. Le plan était machiavélique et simple. Utiliser un tiers comme actionnaire minoritaire puis le liquider. J'ai demandé à Sylvain de nous rejoindre, bonne idée. Il va investir un peu et puis comme ça, on aura un comptable sous la main, mais après, on fait un conseil d'administration en réunion extraordinaire. Fait tous les 3 minorités, on le vire, on garde les thunes. Sylvain Muller, le souffre-douleur du bureau, était la poire pour la soif. Il fut flatté d'être considéré. Hervé, prenant le rôle d'un associé, flatta Sylvain au téléphone. Sylvain accepta, annulant l'achat d'un scooter à sa mère, le même modèle que Jean-Claude voulait pour investir ses économies, 203 €. Il croyait en l'amitié et en cette nouvelle aventure. Le cynisme atteint son apogée lors de la célébration. Hervé et Jean-Claude trinquèrent à leur nouvelle entreprise, une ode à la vénalité et à la trahison. Les gars, on est associés. C'est quoi, Jean-Paul? Ça peut être une très belle aventure. Mais c'est beau l'amitié. Alors moi, j'ai dit pour Sylvain. Et pipi pour la HC Corporation. L'initiative HC Corporation était la quintessence du capitalisme absurde et cynique. Une entreprise sans produit, dont le seul but était de spolier un ami, mais qui utilisait le jargon de la start-up pour se légitimer. 3. Livre 3. Les malices de l'équipe et le prix de l'audace. Chapitre 9. Le syndrome de la plongée explosive. Le mensonge de Jean-Claude sur son passé de plongeur ne tarda pas à lui revenir en pleine face, comme un reflux d'eau saumâtre. Nancy Languet, enthousiaste, avait réservé une excursion de plongée pour elle et JC sur un lac vaseux de la région. JC, qui ne savait pas nager, devait trouver un moyen de saboter l'expédition sans avouer sa mythomanie. Il s'associa avec Serge Toiti, l'autoproclamé psychologue de bureau sans diplôme. Il s'était arrêté avant le BP. Leur mission? Terroriser Nancy. Dis-lui la vérité. Je fais pas c'est pour un con là. Tenta Hervey, mais JC préféra l'escalade mensongère. Serge, avec l'autorité d'un expert en détresse nautique, il n'en était rien bien sûr, délivrant un flot de statistiques alarmantes. Les statistiques sont formelles. Ça, en été, la plongée est une des plus grandes causes de mortalité. Dans le barbecue. Le danger fut exacerbé par l'invention d'une pathologie effrayante. Le plus gênant, c'est l'allergie au néoprène. Dis-lui, Sergio. Ah oui, parce que sous l'effet du néoprène, alors le corps gonfle et ça explose. Alors ça,
par moins de 30 mètres, ça parle de la plongée était présentée non seulement comme dangereuse, mais comme une cause de déflagration corporelle grotesque. Nancy, bien que légèrement troublée, semblait déterminée. JC réalisa que le mensonge de la plongée était trop difficile à maintenir. Il bifurqua immédiatement vers une nouvelle mythologie de grandeur. En même temps, moi, quand j'ai dû plonger, j'aurais pu dire autre chose. Hein. C'est vrai, là, je serais plus à l'aise dans les airs. Il inventa une nouvelle carrière militaire, commando, parachutiste. J'ai 2500 sous à mon actif, croix de guerre, deuxième dan. J'ai renoncé parce que j'ai le pied carré. Je rentre pas dans les Rangers. Cette excuse de l'échec physique par une défaillance idiote, le pied carré, était typique de JC. L'humiliation survint même dans ce nouveau mythe lorsqu'il se souvint de son premier saut. J'ai tout vomi. Je te comprends, ça doit être impressionnant, à 4000 mètres. Et l'une de ces braves derrière moi, donc, elle a tout pris, quoi. Même dans ses souvenirs de gloire inventés, Jean-Claude ne parvenait qu'à se ridiculiser et à polluer les autres. Chapitre 10. La chute de Sylvain. La violence en entreprise, déguisée en blague de potache, atteignit son point de rupture. Annie, la mère de Sylvain, fit une entrée fracassante au bureau, le visage tiré. Sylvain avait des contusions après avoir été violemment secoué par Jean-Claude suite à une dispute sur des notes de frais. Il avait déposé une plainte. Annie, cherchant l'aide du délégué syndical, accusa Hervé de complicité passive. « Tais-toi quand à toi, Hervé, tu es délégué syndical. Oui, c'est ton rôle d'être vigilant sur les problèmes de violence au travail. » Hervé, pris à partie, tenta de dédramatiser l'agression. Une tentative grossière de minimisation. « Écoute, Annie, je crois que tu fais beaucoup de bruit pour un geste un peu rude, certes, mais qui reste un geste de camaraderie. » Cette rhétorique, typique de l'hypocrisie de bureau, transformait le harcèlement en une discipline nécessaire. Annie révéla alors le contexte de la faiblesse de Sylvain. Quand j'ai eu sa mère au téléphone, elle m'a dit qu'à l'école primaire, c'était pareil. Il a toujours été douillé, trouillé, incapable de se défendre tout seul. Elle raconta l'anecdote grotesque mais révélatrice qu'à 17 ans, il est resté une semaine entière au ski dans les WC enfermés. C'est pas vrai. Mais si, parce qu'il avait fait pipi dans sa combinaison, qu'il n'avait pas osé le dire. Jean-Claude et Hervé utilisèrent immédiatement cette faiblesse psychologique comme une justification pour leurs actions. Ils défendirent la violence comme un mal nécessaire, une forme d'éducation à l'ancienne visant à couper le cordon. Hervé, malgré son rôle syndical, argumenta « À mon avis, il y a une tendance actuelle qui le retourne une délication à l'ancienne. La seule qui vaille, c'est la seule qui forge les caractères. » Cette scène était une critique acerbe de l'idéologie de l'endurcissement, où le harcèlement et la violence étaient présentés comme des outils de management. Les actes de JC et HV étaient clairement illégaux voie de fait, dégradation morale, mais ils se réfugiaient dans le cynisme pour les justifier, illustrant parfaitement la dissonance morale du bureau. Chapitre 11. Le Ground Team Building Aquatic Ratte. Pour remotiver les troupes après les multiples scandales, et probablement pour justifier des notes de frais extravagantes, la direction organisa un séminaire de team building sur le thème de la survie en milieu aquatique. L'idée était de développer la cohésion d'équipe et de forger le caractère, reprenant ironiquement la rhétorique d'endurcissement de JC et HV. L'équipe se retrouva au bord d'un lac, armée de matériel nautique hétéroclite. JC, en tant qu'ancien homme de l'Atlantide, tenta de prendre le commandement utilisant un jargon militaire et nautique absurde. Il exigea que l'équipe utilise un miroir de toilette comme signal de détresse et de ramer à contre-courant. Hervé, quant à lui, tenta d'utiliser l'événement pour la lutte des classes, essayant d'organiser une grève du Zodiac. Mais les employés étaient trop occupés par les activités ridicules. La construction d'un radeau de survie en carton se termina en naufrage lamentable. Le point culminant fut, inévitablement, l'épreuve de sauvetage. Jean-Claude, voulant donner l'exemple, se retrouva rapidement en difficulté, l'eau révélant son grand secret. Il ne savait pas nager. Il coula comme une pierre, forçant ses collègues à le sauver, brisant définitivement son mythe de fusilier marin. L'événement censé créer du lien ne fit que générer de la panique, des blessures mineures et confirmer l'incompétence de JC. Le team building, cette absurdité managériale, échouait face à la réalité physique. Chapitre 12. L'expérience de l'endurcissement psychologique. Le manque de confiance en soi était endémique au bureau. Jeanne Bignon, se sentant constamment rabaissée et ridicule, approcha Hervé, le psychologue autoproclamé, avec une requête dangereuse. « Écoute, il faut que tu m'aides à m'endurcir. Il faut que tu m'aides. » Hervé, y voyant une opportunité d'appliquer ses théories psychologiques fumeuses,
les thèses défendues par tous les plus graves, accepta de se livrer à une thérapie de choc. Le but était de la brutaliser verbalement pour la rendre plus forte. Jeanne, résignée, supplia Hervé de ne pas s'arrêter, quelle que soit la violence des propos. « Je t'en supplie, quoi qu'il arrive, tu ne t'arrêtes pas parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse. » Arts, Hervé commença par une série d'insultes basiques, mais escalada rapidement la violence. « Ok, grosse vache, mais c'est une idée à la con, petite Janet. Comme toutes les idées que tu as d'ailleurs. » Puis, il passa aux attaques personnelles des informations qu'il avait glanées ou inventées. Brazzaville, c'est jamais été une marque de café brésilien, et ton gosse de 5 ans qui ne sache pas les 3 mots sans faire une faute, qui se l'exige, c'est parce qu'il est con comme sa mère. Regarde-toi, espèce de pauvre truie. Violette est pitoyable. Nancy, témoin de la scène, fut horrifiée. Espèce-toi. C'est ça votre cœur d'or? Hervé tenta de justifier l'agression comme une expérience psychologique. Jeanne, paradoxalement, se sentit libérée par l'intensité de l'attaque. Cette scène démontrait l'hypocrisie la plus crasse du syndicaliste. Hervé, censé protéger les employés contre le harcèlement, ce qu'il n'avait pas fait pour Sylvain, devenait un harceleur psychologique, justifiant ses actes par l'idéologie du développement personnel absurde. L'humour résidait dans l'écart entre la prétention scientifique de l'approche et la vulgarité des insultes. IV, livre 4, Le corps du dégât et le mal du siècle. Chapitre 13. La machine criminelle. L'ennui, encore lui, engendra une nouvelle enquête absurde. Jean-Claude et Hervé découvrirent une photocopie troublante coincée dans le fax. La photo, apparemment, d'une fesse humaine. L'acte était si vicieux et si dégradant qu'il ne pouvait qu'avoir été commis par un collègue. Jean-Claude se proclama immédiatement expert en anatomie fessière. Du moins, Cher connaît un cul quand il y passe, hein? Tu es un expert, hein? L'analyse de la fesse devint un moment de pure pseudoscience. Ils écartèrent d'abord les femmes, car le cul était charpenté et massif. Ils notèrent la présence de poils partout, désignant un homme. L'élément de preuve le plus accablant était une petite marque d'élastique, révélatrice selon J.C., d'un slip en cuir que vous mettez vos autres pour aller danser. Et le truc qui moule bien, le cow-boy des villages pipons. L'enquête, menée avec une concentration obsessionnelle, visait à identifier un collègue adepte de pratiques nocturnes douteuses. JC accusa Hervé directement, qui s'offusqua de l'accusation d'être un gros vicieux. Le dénouement fut à la fois ridicule et anticlimactique. Philippe Gatin, le collègue informaticien, arriva pour réparer la machine. Il expliqua qu'il tentait d'envoyer à son médecin une photocopie des radios des poumons de son petit dernier. La fesse charpentée n'était pas un collègue vicieux, mais un simple problème de fax, causé par un voisin. La machine à café, une fois de plus, avait transformé un incident trivial en un drame sociétal, illustrant comment les personnages préféraient le scénario de la perversion interne à la simple explication logique. Chapitre 14. La femme et les frissons. Hervé, mu par une nouvelle vague d'idéologie syndicale face au plan d'austérité de la direction, décida d'organiser une grève de la faim solitaire. Il se drapa dans l'image du martyr, affirmant que sa volonté était dure comme de l'assiette. Jean-Claude, incapable de soutenir une souffrance pure et non monnayable, décida de mettre la résistance d'Hervé à l'épreuve. Avec Vince, ils s'installèrent devant le délégué syndical jeûneur, sortant leur déjeuner de la cantoche, interdit de plateau-repas par la direction. Ils décrivirent en détail la nourriture la plus riche et la plus tentante. Pizza 4 fromages, brochettes de viande grasse et des nems au poulet. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est les bonnes brochettes de viande, tu vois, avec ta alterne viande grasse, viande maigre, avec tes petits légumes dedans. Hervé, au 3e jour, dépassa le stade de la faim pour entrer dans celui de la folie. Il se mit à hurler de frustration. « Tu vas me couper ma digésoire et sa gueule de crêpe! » Puis vint l'incident du chocolat. Jean-Claude, par provocation, proposa un carré de chocolat. Hervé, dans une rage bestiale, refusa, puis attaqua JC. Il a mangé 1 kilo de chocolat après 3 jours de jeûne, tu peux te dire. Voilà, il va s'en sortir quand même avec 3 mois de diète. Hervé, le guerrier de la cause, avait brisé sa grève de la faim par une crise de gloutonnerie violente, se blessant et blessant Jean-Claude, 5 points de suture. Le syndicalisme dans ce bureau était voué à l'autosabotage grotesque. Chapitre 15. Le Tour de France des gauchistes. L'honneur de l'étage fut mis en jeu par un cycliste polonais d'un étage inférieur qui traita les employés du ventre mou de gradubis. Jean-Claude, indigné,
accepta le défi de participer à la course cycliste de la Mouginoise. La préparation fut un festival d'improvisation et d'incompétence. JC demanda le vélo de la femme d'Hervé, Maeva, un vélo urbain avec des sacoches. T'as qu'à enlever les 2 sacoches et le panier du chat pour l'aérodynamiste. Hervé, encore lui, se proclama mentor et entraîneur, utilisant une rhétorique de motivation absurde. Il compara JC à des figures sportives légendaires et l'obligea à monter les 5 étages du bureau à pied, pour le mental. La course, narrée avec une grandiloquence ironique, se termina comme toutes les entreprises de JC. Il chuta lamentablement dans un virage. Mais l'échec fut sublimé par l'absurdité du contrôle antidopage. Premier au contrôle anti-lepage. Premier à être contrôlé positif. La substance incriminée n'était pas un stéroïde, mais le champagne de mamie, une cuvée maison alcoolisée. Le taux d'alcoolémie était si élevé qu'il leur valut une attestation pour le Guinness Book. Même dans la défaite et l'humiliation physique, Jean-Claude trouvait une consécration par l'excès et l'alcool. Chapitre 6. Le scandale des petits vieux et l'arbre généalogique. Eva, la femme d'Hervé, révéla la source de ses récents luxes. Elle faisait du bénévolat auprès de l'Association des boursiers retraités, s'occupant de petits vieux sans faveur et recevant des prix pour ses bonnes actions, notamment 15 000 €. Jean-Claude, décodant immédiatement la manœuvre, comprit que c'était une escroquerie à l'héritage. J'espère que c'est ça qui te motive et pas la perspective de l'améritage. Bien sûr, la perspective de l'héritage était sa seule motivation. JC voulut rejoindre l'opération, cherchant à adopter un seigneur dans l'association concurrente des petits compagnons des pauvres, où les vieux étaient si démunis qu'ils n'avaient rien de rien. Il en voulait un bien mûr pour lui faire signer des papiers avec toutes les options. Le cynisme atteignit son pic lorsque JC fut contraint, par manque de place dans les locaux de l'association, d'accueillir un petit vieux chez lui. Il l'installa dans son camping-car, lui donna un petit coin et une couverture. JC expliqua le traitement du seigneur comme celui d'un animal de compagnie. Les gosses, ils commençaient à s'y faire. Tu vois, eux, ils voulaient un chien. Alors moi, je leur avais donné le vieux pour se faire la main. Ils jouaient avec, ils le faisaient courir. L'apogée de l'exploitation morale fut l'installation dans le camping-car, où le vieux se sentait utile en surveillant le véhicule. C'est qu'il le surveillait drôlement bien, le camping-car, se sentir utile. Le bénévolat, réduit à une stratégie d'investissement familial, transformait la personne âgée en un animal domestique, un gardien de camping-car, le summum de l'égoïsme familial déguisé en charité. V, livre V. Le culte de la crise et la consécration finale. Chapitre 17. L'affaire du Blue Curaçao et de la feuille morte. Sylvain, toujours la victime consentante, fut pris dans le piège de l'amour après une soirée trop arrosée au Curaçao bleu, une boisson que JC lui avait vendue via ses magouilles de notes de frais. Juju, une collègue, l'avait embrassé. Euphorique, Sylvain fit une découverte terrifiante. Son urine était d'un bleu électrique. Je commence à avoir des frissons. C'est normal, c'est normal. N'appelle un tout-bit. Jean-Claude et Hervé virent là l'occasion d'une blague suprême. Ils inventèrent la maladie de la feuille morte, une pathologie hyper rare transmise par la bouche, qui s'attaquait au bazar, le sexe, et le faisait sécher, et tomber comme une feuille morte. Le bleu d'urine était le premier symptôme. Sylvain, en panique totale, demande un remède. JC lui prescrivit une cure. Tremper immédiatement l'organe menacé dans de l'eau, très très chaud, l'eau, pour niquer le virus. La scène du lavabo fut un sommet de la comédie noire. Sylvain, hurlant de douleur alors qu'il se brûlait presque dans l'eau bouillante, était en train de se mutiler par bêtise, encouragé par ses bourreaux. Juju arriva, révélant qu'elle n'était plus intéressée. Hervé et JC, sadiques satisfaits, se félicitèrent de leur création. Bien joué, Jean-Claude. Cette séquence, bien que traitant de thèmes sensibles, se concentrait sur l'absurdité médicale de la maladie inventée et la crédulité pathologique de Sylvain. Elle servait à illustrer l'excellence dans la cruauté gratuite, une marque de fabrique du duo. Chapitre 18. Jean-Guy. La tranche napolitaine et le terrain marais. Jean-Guy Lecointre, le directeur, continuait d'exercer son pouvoir par des actes de mesquinerie managériale. Il convoqua Sylvain pour lui voler sa tranche napolitaine, son dessert préféré, en échange d'une information bidon sur les normes trafic. La hiérarchie corrompue volait des desserts pour asseoir son autorité, transformant les petites gourmandises en monnaie d'échange. Pendant ce temps, Jean-Claude s'employa à liquider un autre actif encombrant,
Le terrain marécageux et défriché que son grand-père lui avait cédé, une véritable déchetterie. Pour éviter l'impôt et pour un gain rapide, il le revendit à Sylvain pour 500 €, lui assurant qu'il lui faisait une faveur en coupant la poire en deux. Sylvain, toujours aveugle à l'escroquerie, accepta d'acquérir le terrain pour y faire pousser mes salades. Le coup de théâtre survint lorsqu'Hervé révéla que le terrain marécageux de Sylvain était le site d'une découverte archéologique potentielle. Le sol, très mou, abritait peu, être un village fortifié intact, valant plus que la Joconde. Jean-Claude, pour la troisième fois, après l'ordonnance et le VJSQ, avait bradé une fortune colossale pour un gain trivial, 500 €. Sylvain, le souffre-douleur, devenait l'héritier involontaire de la gloire et du trésor, prouvant que la malchance de JC était le moteur de l'absurdité narrative. Chapitre 19. L'excellence du proxénétisme de bureau. L'une des opérations les plus secrètes et les plus infâmes de Jean-Claude fut dévoilée. Hervé, utilisant les jumelles d'observation d'oiseaux migrateurs de son ami, découvrit que JC les utilisait pour observer et gérer la prostitution de deux émigrés, Boubacar du Mali, puis José Miguel du Portugal, qui faisait le tapin pour arrondir ses fins de mois. Jean-Claude justifia son rôle de proxénète par une dimension sociale. Il aidait les hommes à envoyer de l'argent à leur famille au Mali. Son dos, ouais. T'as vu comment il est gaulé le bleu à cause du don? J'en ai des complexes. Il réduisait l'exploitation à une simple affaire de complexe corporel. Hervé, le syndicaliste, fut d'abord dégoûté par le business infâme. Mais le dégoût céda rapidement la place à la cupidité. JC, conscient qu'Hervé était neutralisé par l'appât du gain, proposa un partage. Après des négociations serrées 30%, 40%, 50%, Hervé accepta 75% du profit pour JC et 25% pour lui, prenant le rôle de gérant de l'opération. Le moralisateur, le gauchiste radical, était devenu l'associé involontaire dans le proxénétisme, illustrant l'ultime codépendance cynique et la victoire totale de la vénalité sur l'idéologie. L'entreprise, une fois de plus, était l'épicentre d'un marché noir totalitaire. Chapitre 20. L'entretien préalable et l'oracle du café. L'accumulation des fraudes, fournitures scolaires, VJSQ, malversation financière, proxénétisme, força Jean-Guy à agir. JC et HV furent convoqués à un entretien préalable au licenciement. Face à cette menace existentielle, les deux hommes ne se préparèrent pas légalement mais spirituellement autour de la machine à café en organisant une séance de cartomancie avec Nancy. La première tentative fut désastreuse. La lecture des cartes annonçait la dette, le licenciement. Hervé paniqua et JC faillit craquer. Une deuxième tentative, plus optimiste, donna des résultats hyperboliques. Le 9 de pique annonçait la mort, mais d'autres cartes révélaient promotion, argent, succès. Consécration, célébrité. JC, convaincu par l'oracle positif, était prêt à affronter le directeur. L'entretien préalable fut un dialogue burlesque. Jean-Guy, bien que disposant d'une liste accablante de griffes, ne put licencier Jean-Claude. Soit il avait fait une erreur de procédure, comme le veut la tradition de la comédie administrative française, soit JC avait utilisé l'information de l'ordonnance anale de Jean-Guy comme monnaie d'échange ultime, ou encore il avait été protégé par Hervé, le syndicaliste complice. La seule chose que Jean-Guy réussit à faire fut de récupérer le dessert de Sylvain. Rien n'avait changé. Les menaces d'Hervé de s'électrocuter avec un fil sur une prise électrique, simulant le suicide d'un autre François, n'étaient qu'une dernière tentative théâtrale pour échapper à l'ennui. Le cycle de l'absurdité se remit en marche. Jean-Claude et Hervé retournèrent à la machine à café, cet endroit funeste et béni, sachant que, quelles que fussent les fraudes, les mensonges ou les catastrophes, leur place au sein de ce ventre mou de l'entreprise était éternellement garantie. La consécration finale de Jean-Claude Convenant, selon les cartes, n'était autre que de continuer à exister, pour toujours, dans ce petit coin de France, entre la machine et les poubelles.